Donc, pour ce qui est de qu'est-ce qu'il y a dans le mot laïcité, c'est quoi la définition de ce mot-là, comment on peut le définir? Je me réfère au travail de Micheline Milot et Jean Bobéro, qui ont beaucoup écrit là-dessus, et entre autres, une définition de qu'est-ce qu'il y a dans la laïcité, qui distingue entre les finalités de la laïcité et les moyens qu'on prend pour y arriver. Les finalités, ces auteurs-là en indiquent deux. L'égalité des droits pour toutes les personnes, indépendamment de leur conviction spirituelle, et la liberté pour toutes les personnes de croire ou de ne pas croire et de pratiquer la religion de leur choix. Donc, égalité et liberté sont les deux objectifs. C'est à ça que ça sert la laïcité. Je pense qu'on devrait se poser la question collectivement, la laïcité, ça sert à quoi? J'aime beaucoup le travail de ces auteurs-là parce qu'ils tentent de répondre à cette question-là. Ce qui est à distinguer des moyens qu'on prend pour atteindre ces objectifs-là, ce dont on parle la plupart du temps quand on parle de laïcité, c'est la séparation entre l'État et les églises ou les institutions religieuses et la neutralité de l'État en regard des religions et autres systèmes de croyances. C'est de ça qu'on parle d'habitude quand on parle de laïcité, mais on ne se pose pas la question de pourquoi on utilise ces moyens-là. Ben, c'est pour que tout le monde soit égal, c'est pour que tout le monde soit libre. Peña Ruiz, dont je parlais tantôt, développe une autre finalité qui est la concorde, donc l'unité de la société. L'idée de la laïcité s'est développée à la suite, justement, des guerres de religion puis de conflits violents sur des enjeux politiques et religieux. Et donc, une des finalités de la laïcité, c'est de faire en sorte que dans la société, on ne soit pas dans une guerre civile autour de questions de religion. Donc, pour ça, il faut que l'État, le monde politique, soit indépendant de ce qui se passe du côté de la religion et des croyances. Je vais ajouter dans ma partie qu'est-ce qu'il y a dans le mot laïcité. On a parlé de finalité, de moyens. Il y a des prémices aussi. Il y a des conditions préalables ou des idées qu'il faut avoir dans notre tête pour être capable de concevoir la laïcité. La première, c'est qu'il faut accepter la diversité des croyances et des convictions spirituelles dans la société. Si on pense qu'il faudrait que tout le monde ait les mêmes croyances, on ne peut pas être pour la laïcité. C'est assez évident, mais le fait de mettre le doigt dessus, ça clarifie peut-être certaines choses. Une autre de ces prémices-là qui est liée, les trois sont intimement liées entre elles, il faut être capable de reconnaître que l'éthique est autonome par rapport au système de croyance. Donc, que les gens peuvent prendre des bonnes décisions comme membres de la société, indépendamment de leurs croyances. Ce qui n'était pas évident. Si on se reporte à l'époque des Lumières, par exemple, John Locke, qui est un des fondateurs du libéralisme politique, lui-même disait qu'on ne peut pas faire confiance aux catholiques parce que les catholiques vont être fidèles à l'autorité du pape et plutôt qu'à l'État et au roi d'Angleterre dans ce cas-là. Il disait aussi qu'on ne pouvait pas faire confiance aux athées parce que les athées, vu qu'ils croient en rien, s'ils prêtent serment, ils ne peuvent pas jurer sur la Bible, ils peuvent pas... On ne peut pas faire confiance à leur parole parce qu'il n'y a aucune conséquence s'ils brisent leur serment. Okay? Bon, je caricature un peu, là, mais pour dire que pendant longtemps, l'idée que les athées peuvent être des bons citoyens était très difficile à accepter pour bien des gens qui étaient quand même assez éclairés par ailleurs puis se posaient des grosses questions, mais là-dessus, ils ne pouvaient pas aller jusque-là. Pour avoir un régime de laïcité, il faut être prêt à accepter que être un bon citoyen, ça ne dépend pas de quelle conviction religieuse on a. Donc, on peut être croyant et malhonnête, on peut être incroyant et être un bon citoyen. Ça, il fallait se battre là-dessus au 18e, 19e siècle. Mais aussi, on peut être croyant puis être un bon citoyen. Aujourd'hui, on pourrait avoir tendance à virer ça à l'envers puis à dire si tu n'es pas athée, tu ne peux pas être un bon citoyen, ou tu ne peux pas être à gauche, ou tu ne peux pas être féministe, et ainsi de suite. Dernière prémisse, la distinction entre croyance et connaissance, évidemment. Pour distinguer la morale ou l'éthique de la religion, mais il faut distinguer la raison et la foi. Il faut être capable de séparer les deux. Il dit qu'il y a des éléments qui relèvent du domaine de la raison, puis il y en a d'autres qui relèvent du domaine de la foi, de la croyance. Et au fond, c'est ça qui est à l'origine de la distinction entre l'Église et l'État.
ce qui se passe dans le domaine de la politique et de l'État, c'est censé être basé sur la raison, sur la délibération, sur des fondements rationnels, et les églises, les institutions religieuses s'occupent de ce qui relève plus de la croyance. Ma présentation a été un peu bousillée par l'utilisation d'un logiciel différent. On va laisser faire cette diapo-là. Donc, j'arrive à une définition. Ça fait combien de temps que je parle? 16 minutes 30. Il me reste 16 minutes? OK. Donc, ma définition, je vais la lire assez rapidement. La laïcité est un principe politique et de droit qui, en vue de favoriser la concorde au sein d'une communauté diversifiée sur le plan des valeurs et des croyances, garantit la liberté de conscience et l'égalité des droits de chacun, et pour ce faire, assure la séparation de l'État et des institutions religieuses, ainsi que la neutralité de l'État en regard des convictions spirituelles. Donc, c'est la définition que je vous propose. On pourra en débattre, ou peut-être pas, peut-être qu'on va s'en aller sur d'autres choses, mais je voulais vous faire une définition. En fait, ça vient du travail que j'avais fait à l'UQO en 2012 et 2014, là, dans un autre contexte. Donc, maintenant, qu'est-ce qui n'est pas dans le mot laïcité? Je vous ai indiqué 8 choses qu'on peut mettre dedans. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dedans? La laïcité, ce n'est pas l'athéisme d'État. Si l'État était partisan de l'athéisme, à ce moment-là, il y aurait une discrimination, il y aurait une injustice envers les personnes qui sont croyantes. Donc, ça va contre le principe de laïcité. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler ça trop, mais c'est quand même quelque chose que je pensais qu'il fallait mentionner. Je pense qu'il y a une distinction qui est importante à faire aussi, puis je pense qu'on n'y pense pas généralement, c'est entre institutions religieuses, ou l'Église, comme on disait en France en 1905, et la religion en général comme phénomène. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État à l'origine. C'est dans ces termes-là qu'on parlait en France, parce que c'était l'Église catholique qui regroupait 90% de la population et qui avait énormément d'influence et de pouvoir. La laïcité ne se faisait pas contre les protestants, contre les juifs, contre les agnostiques, et ainsi de suite. C'était pour enlever du pouvoir à l'Église catholique. Donc, par extension, on devrait dire séparation entre l'État et les institutions religieuses, mais pas la religion en général comme sujet. Bon, par exemple, moi, j'ai longtemps enseigné l'histoire du Québec, puis on ne peut pas enseigner l'histoire du Québec si on ne parle pas de religion. Ça n'a absolument aucun sens. Ce qui se passe dans notre histoire, si on enlève ça, ça deviendrait extrêmement mystérieux. Entre autres, l'origine de la ville de Montréal, bon, on pourrait s'étendre là-dessus. Une autre distinction qui me semble extrêmement utile à faire, c'est entre laïciser et séculariser. Ça, c'est quelque chose qui a été développé en particulier par Jean Bobéro, professeur à l'Université de Paris. La laïcisation, c'est le processus par lequel l'État devient laïque. L'État se libère des influences de différentes institutions religieuses. Ça, c'est la laïcisation. La sécularisation, c'est la transformation de la société. C'est quand la société civile est de moins en moins influencée ou gérée ou structurée par des croyances religieuses. Et ça, c'est deux phénomènes très différents, puis souvent, d'une société à l'autre, ça arrive à des rythmes très différents. Par exemple, la société britannique est très sécularisée, mais il y a quand même une religion d'État, puis, qui est la religion anglicane. Donc, à strictement parler, c'est pas une société qui a un État laïque, mais la société est très sécularisée, puis l'idée de l'égalité des droits, indépendamment des croyances, est quand même présente. D'un autre côté, tu peux avoir une société où l'État est officiellement laïque, mais où la société civile demeure très, très, très religieuse. Je pense, par exemple, à la Turquie, il y a un certain temps. La situation actuelle en Turquie est plus compliquée, mais la Turquie, en 1920, l'État se déclare laïque, mais ça ne veut pas dire que toute la population arrête de fréquenter la mosquée et devient tout d'un coup très sécularisée. Donc, important à distinguer. Une autre distinction à faire, c'est entre la laïcité et la tolérance. La tolérance, c'est à l'origine de la laïcité, mais la tolérance, au départ, c'était juste de dire on va arrêter de se tirer dessus, on va arrêter de persécuter les gens
qui ont des croyances différentes, on les met en prison et ainsi de suite. Donc, tolérer. Hein? On va juste accepter qu'il y a des dissidents, qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme la majorité. On ne va pas les persécuter, donc on les tolère. Il y a Catherine Kinsler, qui est une autre intellectuelle française, qui a développé un concept de tolérance élargie. Justement, dans le cas de la Grande-Bretagne, on a à peu près toutes les composantes de ce qu'on pourrait appeler la laïcité, sauf qu'il reste une religion d'État. Dans ce cas-là, elle parle de tolérance élargie par opposition à la tolérance tout court, qui est plutôt l'attitude d'un John Locke ou Voltaire, et ainsi de suite. Dernier morceau dans l'aspect concept. Encore là, dans le travail de Micheline Milot, Jean Bobéro, il développe une typologie de 6 modèles différents de laïcité dans un de leurs ouvrages. Donc, la laïcité, c'est complexe. Hein? Tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait comme 8 morceaux dans le concept. Puis bon, il y a un paquet d'affaires autour, ça a une histoire, ça a toute une richesse, ce concept-là. Il peut être interprété et surtout appliqué de toutes sortes de manières différentes d'une société à l'autre. Et 2 de ces modèles-là, développés par Bobéro et Milot, ils appellent ça la laïcité de séparation, qui est une conception de la laïcité qui met l'accent sur le moyen de la séparation entre les églises et l'État. Et donc, c'est ça qui est important. Il faut séparer le plus clairement, le plus solidement possible. Il faut qu'il y ait comme un mur de briques entre l'État et la religion, puis qu'il n'y ait absolument rien qui transparaisse d'un côté ou de l'autre. Et un autre modèle, la laïcité dite de reconnaissance, qui met l'accent sur la finalité de l'égalité des droits et aussi de la liberté, indépendamment des croyances des personnes. Et c'est plus ce modèle-là, la laïcité de reconnaissance, qui se trouve dans le programme de Québec solidaire, comme on va voir tantôt si j'ai le temps. Okay. Donc, maintenant que j'ai établi un peu mon concept, j'espère que vous me suivez encore, que vous n'êtes pas en train de vous endormir, là, en espérant que quelqu'un d'autre va venir faire une présentation plus en vente. La question de l'histoire du Québec, mais si on regarde notre histoire, la première chose qui frappe, c'est que les premiers 150 ans de l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, la société québécoise, à l'époque de la Nouvelle-France, ce qu'on a, c'est du monoculturalisme. Je pense que c'est le mot qu'il faut employer. En Nouvelle-France, tout le monde était catholique, tout le monde allait à la messe, un paquet d'institutions catholiques, c'était la seule croyance qui était acceptable et qui était dans la société. Et ça, c'était le résultat d'une politique délibérée qui avait été introduite par le gouvernement du cardinal de Richelieu, qui interdisait aux protestants français d'aller s'établir en Nouvelle-France. Donc, on a fait délibérément de la Nouvelle-France une société catholique mur à mur. Et c'est ça qui est notre origine il y a 350, 400 ans. Et donc, quand ce qui est devenu la province of Québec en 1763 a été gouverné par une puissance protestante, l'Angleterre, ben là, il y a eu une confrontation quand même. Ça a été une situation compliquée, disons. Entre autres à cause de ce qu'on appelle le serment du test, qui était une loi qui avait été adoptée par le Parlement britannique en 1673, suite à la victoire des protestants dans les guerres de religion en Angleterre, et qui visait explicitement à interdire aux catholiques de participer d'une manière ou d'une autre au gouvernement, à l'administration de l'État anglais. Donc, quand on devient une colonie britannique, cette loi-là s'applique automatiquement. Mais nos 2 premiers gouverneurs anglais ont réalisé assez vite que ça n'avait absolument aucun sens en pratique. Parce qu'on ne peut pas administrer, gérer une société qui est à 99% catholique à ce moment-là si aucun catholique est impliqué. Ça ne pouvait juste pas fonctionner. Après une dizaine d'années, le Parlement britannique à Londres a adopté ce qu'on appelle l'Acte de Québec, ou en bon français, la loi sur le Québec. Et à ce moment-là, on remplace le serment du test par un serment d'allégeance au roi. Bon, toutes les personnes qui ont suivi un cours d'histoire du Québec ont entendu parler de ça à un moment donné, ça va sonner des cloches. Ce que peu de gens savent, c'est que cette loi-là a été adoptée 50 ans avant que les catholiques anglais obtiennent l'égalité des droits en Angleterre. Donc, ça vous dit à quel point c'était une loi d'exception. On pourrait dire que c'était un énorme accommodement raisonnable. Gigantesque. Et c'est sur cette base-là que, quand on a eu des élections à partir de 1789,
2012, en fait, la première élection, on a pu élire des députés catholiques à l'Assemblée du Bas-Canada. Et à ce moment-là, on appelait la majorité de la population du Bas-Canada les Canadiens, qu'on traduirait aujourd'hui par Québécois. Et à ce moment-là, le Parti canadien, en 1827, a décidé de changer son nom pour s'appeler Parti patriote. Bon, ça, c'était pas juste du marketing, c'était pas une gang de com, c'est Rémi quelque part qui a dit on devrait changer le nom du parti. C'était un geste politique majeur qui voulait dire nous ne sommes plus seulement le parti des descendants de la Nouvelle-France. Nous sommes le parti de toutes les personnes qui sont pour la démocratie, qui partagent nos objectifs politiques, ce qui a permis à des protestants de participer au Parti patriote et même de jouer un rôle de leadership, entre autres les frères Nelson, qui ont joué un rôle très important dans les rébellions. Une autre chose à noter pour le Bas-Canada, en 1831, l'Assemblée législative du Bas-Canada a adopté une loi pour accorder l'égalité des droits aux Juifs, ce qui permettait à ce moment-là à un Juif de devenir député à l'Assemblée du Bas-Canada. Ce droit-là a été accordé aux Juifs en Angleterre seulement en 1858, donc 27 ans plus tard. Donc, le Bas-Canada était en fait à l'avant-garde de l'acceptation du pluralisme religieux dans l'ensemble de l'Empire britannique et même au niveau mondial. Évidemment, bon, les rébellions ont échoué. Il y a eu une espèce de vent de réaction quand même assez solide par la suite. Il y a eu une période de repli, où les Canadiens qui ont progressivement commencé à s'appeler Canadiens français ont eu tendance à rester entre eux autres, entre Canadiens français catholiques, et à développer ce qu'on a appelé un clérico-nationalisme. Le dernier grand représentant de ce courant-là, conservateur canadien français, c'était évidemment Maurice Duplessis. Et Duplessis, bon, pour ce qui nous intéresse là, dans les débats actuels, c'est lui qui a fait installer le fameux crucifix au-dessus de la présidence de l'Assemblée législative à ce moment-là, explicitement pour symboliser l'alliance entre l'État et l'Église catholique. C'est à ça que ça servait de l'installer. C'était pas juste quelque chose de patrimonial. À l'époque, c'était un geste politique délibéré. Donc, évidemment, tout le monde sait que dans les années 60, tout d'un coup, on a eu une laïcisation de nos services publics, de l'État québécois, puis en même temps, une sécularisation dans la société. Et je vous amène une espèce d'hypothèse. C'est peut-être parce que ces deux phénomènes-là, de changement au niveau de la culture, puis de la société civile, puis de changement au niveau de l'État et des institutions, le fait que ça arrive en même temps, dans les années 60, explique probablement pourquoi au Québec, souvent, on confond les deux. On pense que c'est la même chose. On pense que la laïcité, c'est l'indépendance des individus par rapport au pouvoir religieux, à l'influence religieuse. Bon, je vais sauter sur ça, tout le monde connaît ça. Oui, donc, il y a deux grandes traditions dans l'histoire du Québec sur la question de comment on gère les liens entre l'État, la société civile, puis les institutions religieuses. Il y a une tradition conservatrice qui remonte au cardinal de Richelieu, puis qui va jusqu'à Duplessis. Puis il y a une tradition pluraliste qui remonte aux patriotes, comme j'avais expliqué tantôt, et qui va, je dirais, jusqu'à René Lévesque, la loi 101, le concept d'interculturalisme, et ainsi de suite. Pour finir, dans le programme du parti, comment ce que je viens de vous expliquer peut nous aider à mieux comprendre ce qui est dans notre programme maintenant. D'abord, dans le programme, on indique qu'on a une conception interculturelle de la laïcité. On dit que la laïcité combine la neutralité des institutions publiques avec la liberté pour l'individu d'exprimer ses propres convictions dans un contexte favorisant l'échange et le dialogue. Et ça, c'est les mots-clés. Favoriser l'échange et le dialogue. C'est là que l'interculturalisme se distinguerait du multiculturalisme qui met peut-être moins l'emphase sur l'interaction entre les gens de différentes cultures. Aussi, comme je disais tantôt, c'est assez clairement, quand on regarde comment on définit la laïcité dans le programme, c'est un modèle de laïcité de reconnaissance qui met l'accent sur la finalité, les finalités de la liberté et de l'égalité pour les personnes. On distingue aussi très clairement entre la laïcité des institutions puis ce qui se passe dans la société. On dit que c'est l'État qui est laïque et non pas les individus qui participent à la société.
Ouais. Donc, quand on parle des signes religieux, là, ça va être vraiment comme le nœud du débat, si on veut, le bout un peu plus consistant ou difficile à gérer. Le programme indique une règle générale qui est les employés de l'État peuvent porter des signes religieux. Mais ensuite, on dit pourvu que, et on énonce 4 critères qui peuvent justifier des exceptions, des restrictions au port de signes religieux. La question qui se pose pour le Conseil national, aujourd'hui, on pourrait se poser plein de questions différentes, mais pour le Conseil national, à la fin du mois de mars, la question entre les options A et B, je vais la résumer, puis ça va être ma conclusion. Dans quelles circonstances particulières des exceptions à la règle générale de la permission sont-elles justifiables pour ce qui est du port de signes religieux? Est-ce que les 4 critères qui sont énoncés dans le programme sont suffisants? Ça, c'est l'option B dans votre cahier. Ou est-ce qu'on devrait ajouter le critère de l'autorité coercitive, qui est l'option A? Dans le fond, ça se résume à ça. Mais comme je l'avais mentionné au dernier Conseil national, on n'est pas en processus de révision du programme, ce qui n'empêche pas qu'on peut en débattre par ailleurs. Mais quand on va avoir à prendre une décision à la fin du mois de mars, ça va être là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Et je suis très heureux d'entendre les autres invités et leur présentation.